Parfait, bonjour à tous. Donc, on a la lourde responsabilité avec mes 3 collègues de passer après le repas, comme chaque fois. Donc, on va essayer de dynamiser. C'est pour ça, vous avez vu, on s'est mis plus près de vous pour pouvoir être un peu plus proche. Donc, on va essayer avec cette table ronde d'apporter un regard, un peu plus technologique pour les usages du traitement des déchets au sens large. Ce matin, vous avez eu des belles tables rondes par des opérateurs qui vous ont exposé les technologies actuellement mises en œuvre, et on a vu que ces dernières années, elles avaient énormément progressé en termes de robotisation, en termes d'intelligence artificielle, au niveau des capteurs optiques notamment, et qu'aujourd'hui, on sait recycler énormément de matériaux, 90% dans certaines filières, un peu moins dans d'autres. Il y aura des problématiques probablement à adresser, dont on n'a pas parlé, autour des matériaux composites, par exemple. Comment on va faire pour les recycler dans quelques années? C'est pas toujours très simple. Donc, sur cette table ronde, dans ce contexte-là, on a voulu se démarquer un petit peu. Alors déjà, je vais me présenter rapidement. Moi, je suis dans un pôle de compétitivité dont le siège est à Bordeaux, sur la région Nouvelle-Aquitaine, dédié aux technologies optiques, laser et électroniques, et notamment des capteurs au sens large, les sources laser et tout ce qui est connectivité. Et là, on en parle beaucoup avec les objets connectés. Voilà. Je passe rapidement sur l'ensemble des sujets que l'on adresse, mais vous savez que partout où il faut produire de l'image, faire des mesures, texturer, travailler la matière, voilà, on a des technologies pour faire ça au niveau du pôle. Très rapidement, je vais présenter les 3 intervenants. Donc une vision transversale, vous allez voir qu'on va sortir un petit peu pas du traitement des déchets en tant que tel, mais pour vous apporter le regard de spécialistes des capteurs optiques et de l'intelligence artificielle qui travaillent sur d'autres secteurs que le traitement des déchets. C'est pour élargir les horizons. Mais déjà, pour commencer, je vais me permettre d'introduire Marjorie. Donc Marjorie, qui est aujourd'hui une cofondatrice de la société Lixo, qui s'est créée en 2019, c'est ça, et qui aujourd'hui a pris un positionnement dans le traitement des déchets, dont on a parlé ce matin à la fin de la dernière table ronde, qui est comment on va collecter les déchets, qu'est-ce qu'on peut apporter comme valeur au niveau de la collecte des déchets, et aussi elle a des activités en aval. Voilà. Marjorie, si vous pouvez nous présenter rapidement pourquoi Lixo et qu'est-ce qui a généré cette activité et votre positionnement aujourd'hui. Merci beaucoup. Ce qui a initié la création de Lixo, c'est un fait dont on a parlé ce matin, qui est que dans n'importe quelle industrie, ou à peu près n'importe quelle industrie, on sait ce qui rentre dans les process, on sait ce qu'on a, on connaît les matières premières et on connaît nos process, et puis du coup, on arrive à prévoir ce qui va sortir. Dans l'industrie de la gestion et de la valorisation des déchets, on sait très souvent pas très bien ce qui rentre, ou alors de manière extrêmement très théorique et assez grosse maille. On essaie tant bien que mal de construire des process qui puissent s'adapter et être suffisamment souples pour essayer d'atteindre une qualité cible. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est précisément essayer d'accompagner cette première partie qui est analyser ce qui rentre, analyser la matière première, déchets, qui prend toutes les formes possibles et imaginables, des bouteilles, des écrasées, pas écrasées, avec étiquette sans étiquette, des sacs noirs, des sacs d'OMR, des biodéchets, etc. Et donc on analyse cette matière-là tout au long de la chaîne de valeur, vous l'avez dit, à la fois sur la partie collecte, et on y reviendra, parce qu'en termes de capteurs, d'IoT, ça a pas mal d'enjeux, dans les centres de tri et chez les valorisateurs. D'accord. Comment aujourd'hui, quand on est créé en 2019 sur une filière qui est déjà extrêmement structurée, on fait pour lancer une activité comme la vôtre? Comment ça se passe? Alors, la filière est structurée, évidemment, avec des acteurs qui ont parfois 120 ans, 130 ans, et puis du public, du privé, etc. Donc, c'est pas simple. La façon dont nous, on a opéré, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de faire, mais en fait, on a très vite fait des projets à petite échelle, des projets pilotes. On a lancé on a équipé une première usine en 2020, et puis à partir de ça, on a créé des boucles d'itération, à identifier ce qu'on faisait bien, ce qu'on faisait mal, ce qu'il fallait qu'on fasse nous-mêmes, ce qu'il fallait qu'on externalise. Et en fait, je pense comme dans beaucoup d'autres métiers, c'est
par pure itération. Et on est une start-up, donc par essence, on perd de l'argent au début et on essaie d'aller le plus vite possible. On n'a pas les moyens de labos de recherche qui ont peut-être quelques années, voire dizaines d'années devant elles. Nous, on a juste quelques mois parfois d'argent disponible pour pouvoir arriver à trouver des cas d'usage et des modèles opérationnels et d'affaires qui fonctionnent. Et comment vous avez fait les choix aujourd'hui technologiques que vous avez embarqués Alors là encore, je pense qu'on a, utilisé une méthode qui est peut-être pas la bonne, qui est on est parti de ce qu'on savait faire. Et en l'occurrence, donc j'ai un associé, un directeur technique, qui lui est data ingénieur, data scientist, donc sachant développer des réseaux de neurones capables d'aller analyser des images. Et on a quelque part fait matcher ça avec les problématiques de la filière dont j'ai parlé à l'instant. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait. Il se trouve que pour les cas d'usage de caractérisation pure, donc de l'analyse sans éjection, il y a une vraie question d'équilibre économique. En gros, on ne peut pas avoir des capteurs à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Le business plan ne fonctionne pas. Il faut arriver à faire des capteurs qui soient suffisamment accessibles, et ce qui est de plus accessible, c'est encore le spectre visible. Donc les images RGB classiques, c'est telles qu'on peut les capter avec un téléphone. Donc c'est là qu'on est parti. On y reviendra, je pense, parce que c'est pas la fin de l'histoire, mais voilà, c'est en tout cas ce qui est accessible aujourd'hui et ce qui nous permet de subvenir, ou plutôt de répondre à des besoins de l'industrie quand ils ont certaines caractéristiques, et notamment quand on est capable, quand le besoin est d'identifier des objets et pas forcément d'identifier des matières, et je pense qu'on reviendra sur ce point-là. Donc aujourd'hui, vous avez une quarantaine de salariés ? Un petit peu moins. Un petit peu moins d'une quarantaine de salariés. Qu'est-ce que vous diriez à un porteur de projet de start-up aujourd'hui dans cette filière-là ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Est-ce qu'on est vraiment soutenu, et comment on travaille avec tout ce monde de donneurs d'ordre à la fois public et privé ? Alors oui, je pense qu'on est soutenu. Alors je pense que je parle pour un cas qui est un petit peu particulier. Nous, on est en région parisienne. Mon associé et moi avons travaillé avant de monter la boîte, et du coup, je pense qu'on avait une connaissance de comment monter une entreprise, à qui s'adresser, etc. Ce qui fait qu'on a eu la chance d'être très accompagnés. On est rentré à l'incubateur de Polytechnique, puis ensuite on a pu aller chercher certains guichets, notamment BPI France. Je pense que tout le monde n'est pas du tout logé à la même enseigne de ce point de vue-là. Donc oui, c'est comme n'importe quel environnement, c'est un environnement qu'il faut arriver à naviguer. Ensuite, est-ce qu'il y a des conseils à donner ? Je dirais que c'est un métier qui est un peu particulier parce qu'il y a la présence de très gros groupes. Je ne les citerai pas parce que tout le monde les connaît, qui ont à la fois une force de frappe interne énorme, donc capacité à le développer en interne, mais pas forcément la volonté de le faire, ou alors la volonté mais pas la capacité. Et donc voilà, il faut arriver à bien identifier l'intérêt et la valeur ajoutée que nous on a en tant que petite boîte. Et il y a des sujets sur lesquels on ne va pas, parce qu'il y a des sujets sur lesquels en fait il est beaucoup plus pertinent d'être une grosse boîte, ou il est beaucoup plus pertinent d'être un fabricant de machines que d'être une petite boîte. Donc il faut arriver à savoir en fait fondamentalement à quoi je sers moi, quelle est la pertinence de la taille de ma structure et de l'agilité de ma structure dans ce milieu-là. Et donc, dernière question avant de passer à Christophe. Aujourd'hui, les défis technologiques que vous avez en cours, en termes de captation de données, est-ce qu'ils se situent au niveau des capteurs, au niveau du traitement de la data, les deux ? Alors, le traitement de la donnée n'est pas forcément hyper compliqué. En fait, donc aujourd'hui, on travaille exclusivement sur des données RGB, donc des données de l'imagerie classique. C'est de l'ordre c'est de la computer vision avec des réseaux de neurones. Il y a des papiers qui sortent tous les jours sur la structuration de ces réseaux, comment est-ce qu'on fait pour identifier des objets rares, donc arriver à entraîner des modèles avec extrêmement peu de données sur certains objets. Bon, on a des chercheurs en interne qui font ça, on a des PhD qui travaillent dur. En revanche, on sait qu'il y a un plafond de verre. Tout simplement parce qu'en fait, il y a des choses que le spectre visible ne permet pas d'analyser. Si on prend deux films plastiques, il peut y avoir des films plastiques en polypropylène à côté d'un film plastique en polyéthylène. C'est deux films qui, à l'œil nu, ont quasiment la même tête. La seule chose qui puisse les différencier, c'est soit le bruit qu'ils font quand on les manipule, soit une analyse spectrométrique. Et ça, avec de l'imagerie RGB, on ne peut pas le faire. D'où la pertinence de l'optique
l'optique et de l'optronique, mais c'est un champ qui est plus complexe, notamment parce que, je l'évoquais, les équilibres économiques sont plus compliqués à trouver. Parce que une caméra industrielle telle qu'on les utilise, ça coûte quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Du proche infrarouge, suivant la largeur du spectre qu'on utilise, ça peut monter dans les dizaines de milliers d'euros. Quand on fait de la caractérisation, donc quand on ne vend que de l'information, il faut s'assurer que cette information vaille quelques dizaines de milliers d'euros d'investissement initial. Donc voilà, sont les enjeux. Il y a plein de choses à faire. Est-ce qu'on peut pas regarder des spectres plus réduits? Est-ce qu'on peut pas... Voilà. Donc il y a plein de choses à faire. On ne s'ennuie pas. Et je pense que mes camarades seront là pour le confirmer. Merci beaucoup, Marjorie. C'est vrai que la technologie est corrélée au modèle économique en permanence dans tous les secteurs d'activité. Alors maintenant... Christophe, donc vous êtes directeur innovation d'une société qui existe depuis plus de 40 ans, si je m'abuse. Oui, plus de 40 ans, oui. Tout à fait. Spécialiste des caméras et des solutions d'imagerie en général. Vous avez donc des retours d'expérience au niveau d'I2S, qui j'imagine, dans moult secteurs d'activité, ont permis de faire évoluer votre capacité à adresser les bonnes réponses, notamment sur le secteur des déchets, où je crois que vous avez déjà aussi un historique dessus. Oui, tout à fait. Donc effectivement, I2S n'est absolument pas un pur player du tri des déchets. On est une société de technologie. Il y a plus de 40 ans, en fait, on a été fondé avec l'émergence des premiers capteurs CCD à l'époque. Aujourd'hui, on est sur des technologies CMOS, mais à l'époque, c'était du CCD. Et on a commencé à développer des caméras. Et la première application, ou l'une des toutes premières applications d'I2S à l'époque, ça a été effectivement un projet sur le recyclage des bouteilles en verre de bière pour un client allemand. Voilà. Alors, dans un contexte un peu particulier, mais déjà à l'époque, il y a 40 ans, ces questions-là se posaient. Sinon, on intervient, donc notre cœur de métier, c'est l'acquisition, la capture d'images et le traitement d'images. Et on intervient sur tout un tas de secteurs dans l'industrie, dans le domaine verrier encore, par exemple, mais également dans le médical et dans la numérisation du patrimoine, ce qui est un petit peu à part, mais qui est une activité historique d'I2S. Notre fondement, notre essence, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'image. Voilà. Quelles que soient les modalités mises en œuvre, on s'appuie sur de l'image. Alors aujourd'hui, de par votre spectre d'activité, est-ce que vous avez, au-delà des caméras RGB, d'autres longueurs d'onde, par exemple, que l'on peut aller questionner avec des outillages un peu nouveaux? Alors juste pour revenir sur les capteurs RGB, il y a quand même des évolutions récentes sur une continuation de l'accroissement de résolution à des coûts abordables. On parle de moins de 1 000 €. Donc aujourd'hui, c'est très courant de trouver des caméras au-dessus de 20 mégapixels. On a même une 70 mégapixels chez I2S, mais pour un autre usage. Donc ça, c'est une première tendance. Et la deuxième tendance, c'est qu'il y a aussi un accroissement de la fréquence d'acquisition. Aujourd'hui, avoir plusieurs centaines d'images par seconde, c'est très classique, c'est très courant. Les deux ne vont pas de pair. On ne peut pas faire les deux en même temps. Mais accroissement de la fréquence et accroissement de la résolution, ça continue sur le visible. Après, on n'est pas spécialiste du traitement des déchets, mais on a un peu le sentiment que sur les solutions dans le visible, on arrive un peu au bout. Et vous avez dit quelque chose de très juste aussi, c'est qu'il faut bien distinguer la reconnaissance d'objets et la reconnaissance de matériaux. Ce n'est pas la même application. Il y en a une, et ça vous le direz sans doute après, pour laquelle l'IA est très très pertinente. Mais quand on parle de reconnaissance de matériaux, il faut s'intéresser effectivement au spectre. Et quelles sont les longueurs d'onde auxquelles répondent ces matériaux? Alors on pense naturellement à des solutions hyperspectrales, mais ces solutions hyperspectrales sont chères, on est au-dessus de 10 000 €, compliquées à mettre en œuvre, les temps d'acquisition sont longs, donc sur une ligne, ce n'est pas forcément déployable. Pour nous, l'hyperspectral, c'est un point de départ. C'est-à-dire que ça va faire l'objet de la faisabilité et on va isoler les bandes de longueur d'onde pertinentes pour l'application donnée pour réduire la problématique à un problème multispectral, ce qui est beaucoup plus simple. Et récemment, il y a eu des avancées sur ce domaine où on est en capacité maintenant de proposer des solutions à bon marché. Parce qu'en fait, on ne multiplie pas les caméras, on ne fait pas des roues de filtres qui tournent dans tous les sens. Voilà. Il y a des solutions purement optiques qui permettent d'adresser ces choses-là.
Après, sur l'IR... Juste, est-ce que vous pouvez dire la différence entre le multispectral et l'hyperspectral? Pardon. L'hyperspectral, on balaye tout le champ du spectre avec une résolution d'environ 10 nanomètres de longueur d'onde. Sur le multispectral, on va se limiter à quelques longueurs d'onde, 5, 6, 7, on peut aller jusqu'à 12, mais on va vraiment privilégier les bandes d'intérêt, ce qui réduit énormément la complexité du problème et la quantité de données, parce qu'en hyperspectral, on dépasse les gigas allègrement, si on veut. Donc, c'est une simplification. En fait, on cherche une simplification du problème qui est posé. Voilà. Après, du côté de l'IR, effectivement, ça reste encore un petit peu onéreux. Ouais. Il y a des solutions maintenant intéressantes un peu au-delà, du côté du micron, dans le SWIR, qui permet pas mal de discrimination aussi. Ça reste encore un peu cher, quelques milliers d'euros, mais il y a de nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître, notamment Sony qui développe des technologies de capteurs bien meilleur marché, dit Quantum Dot, mais on ne va pas détailler ici. Voilà. Oui. Donc le SWIR, et on a même été questionné sur des questions de tri de déchets pour reconnaître différentes bouteilles d'eau dans le terahertz. Donc là, le terahertz, on est encore plus loin, on est proche du micro-ondes. Ça a la particularité de pénétrer certaines matières, mais ça reste encore très très cher, parce qu'entre la caméra et la source d'éclairage, on est vite à 100 000 euros. Donc le bénéfice, en fait, le retour sur investissement n'est pas encore... voilà, ça, c'est des technologies amont qui vont mettre encore quelques années à émerger. Voilà. Oui, ça n'empêche pas de prototyper avec un peu d'aide publique pour voir ce qu'on peut faire avec. Exactement. Merci Christophe. Du coup, Philippe est donc directeur scientifique à l'ONERA, qui est un organisme de recherche qui n'a rien à voir avec les déchets, mais par contre qui a une expertise très très forte en termes de traitement de données, traitement d'informations. Oui. Et du coup, aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu travailles dans le traitement d'informations ? 10 ans. Ça fait 10 ans. J'ai commencé ma carrière en faisant de la robotique il y a 40 ans. Ouais, j'en suis aujourd'hui à traiter des images pour le spatial et d'autres types d'activités. Et c'est quoi les tendances aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression que l'IA, les technologies évoluent, mais il faut juste maintenant des banques d'images, traiter des banques de données, traiter, les combiner, puis faire tourner la mécanique, et puis tout va bien. Est-ce qu'il y a quand même eu des évolutions aujourd'hui au niveau des technologies, la façon de faire de l'IA? Déjà, est-ce que tu peux rappeler, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit au fait, ce que c'est que du data mining, ce que c'est du machine learning, ce que c'est du deep learning? Sans tableau. Sans tableau. Voilà. Sans tableau. Un expert doit le faire. Oui. Peut-être pour simplifier les choses, les grandes évolutions que l'on connaît, et on peut parler quand même de révolution. Enfin, vous en avez des matérialisations dans la vie quotidienne presque, et les chatbots auxquels vous êtes confrontés en sont une parfaite illustration. Il y a des choses qui sont aujourd'hui possibles, alors avec les architectures de réseau, bien sûr, qui ont évolué, mais aussi avec la puissance des machines. Ça, c'est une donnée très importante qui a fait que, finalement, les réseaux convolutifs que l'on connaît depuis plus de 15 ans ont pu être mis en œuvre pour faire ce que l'on appelle de l'apprentissage profond, donc accumuler des couches qui permettent d'avoir des structures relativement complexes de manière à pouvoir réaliser des tâches, notamment de discrimination, qui soient extrêmement performantes. Ces évolutions, elles sont encore dans l'actualité de la recherche. Quand on parcourt les travaux des chercheurs en France, mais aussi à l'étranger, sur le tri des déchets et l'utilisation du multispectral, ou on parlait tout à l'heure du terahertz, ce sont des choses qui sont investiguées par la recherche, avec des approches qui sont un tout petit peu différentes de celles que l'on utilisait auparavant, à savoir très souvent on spécifiait les propriétés d'un capteur, mais maintenant on cherche à spécifier les propriétés d'un ensemble capteur plus traitement. C'est-à-dire qu'on fait de la co-conception et que l'on essaie d'optimiser un ensemble au vu d'une fonction
particulière, de manière à pouvoir relaxer les contraintes qui sont souvent très importantes sur la réalisation des technologies pour les reporter sur les traitements et intégrer la connaissance que l'on a sur les imperfections dans les traitements. Alors on fait ça dans d'autres domaines. Hein. Je veux dire, le premier domaine qui a, je pense, bénéficié des grandes évolutions de l'intelligence artificielle, mais on parle là du machine learning en particulier, c'est ce que l'on appelle le traitement des données géosatellitaires, hein, qui nous permettent d'avoir une observation de l'activité, par exemple, anthropique terrestre, avec des imageurs qui sont de toute nature, trimballés par des réseaux de satellites ou par des moyens aéroportés. Donc ça, c'est une activité qui aujourd'hui est développée au profit. Alors, ce qui nous concerne, c'est aussi et surtout peut-être la défense, mais tout un tas de services ont recours aujourd'hui à ces sources d'informations et pour produire à travers du traitement des choses qui sont particulièrement utiles. Alors, je veux dire, c'est des choses qui extraient, par exemple, simplement un caractère géométrique. Hein, quand on fait le suivi du trait de côte, quand des organismes comme le BRGM regardent comment évolue le trait de côte sur le littoral aquitain, eh bien, il le fait en utilisant des traitements issus de caméras qui sont... alors, il y a un mélange, on utilise à la fois de l'optique, mais aussi des données radar. Mais bon, c'est fait pour extraire des choses qui sont extrêmement complexes à extraire et parfois avec ce que l'on appelle des hauts niveaux sémantiques, c'est-à-dire que l'on va pouvoir obtenir une information qui a une signification importante, y compris sur des échelles temporelles qui sont aussi de nature à traduire l'évolution des phénomènes. Donc, tout ce que l'on dit là à propos de ces technologies, de ces techniques dans l'espace du traitement des données pour les déchets, eh bien, je veux dire, doivent être rapprochés des évolutions qui sont déjà actuelles pour un certain nombre dans d'autres domaines et qui vont faire que ce qui peut être considéré comme un problème aujourd'hui non résolu pourrait être résolu demain sur la partie tri, l'exploitation des caméras multispectrales en est un. Enfin, je pense que, je veux dire, dans la multimodalité, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, je veux dire, il y a tout un tas de caractéristiques qu'il faut extraire quand on fait usage d'un réseau autogénératif qui sont aujourd'hui dans la technologie des objets réseau, architecture de réseau extrêmement performants. Je veux dire, il faut pouvoir les nourrir avec des informations qui sont à large spectre, hein, des informations 3D, des informations de texture, des informations sur la physique, complétées par parfois des modèles qui viennent d'une information autre que les seuls capteurs. Donc les perspectives d'évolution sont extrêmement importantes pour la partie tri, conjointement avec l'évolution des technologies, des capteurs. J'aurais juste ajouté deux choses. Le fait que, bien sûr, le tri est une fonction essentielle, importante, essentielle dans tout ce qui est débattu ici, mais il y a aussi des sujets qui ont trait à ce que l'on appelle la robotique. On a dit ce matin, la robotique, ça existe depuis 40 ans, mais depuis 40 ans, la robotique évolue, et c'est tant mieux. Je veux dire, ce qui était hier, c'est un fonctionnement qui était en simple boucle ouverte. Hein. Je veux dire, il n'y avait pas de capteur qui permettait de se situer par rapport à un objet. Aujourd'hui, on fait du traitement en temps réel des images, notamment, alors souvent 2D, parfois 3D, pour se localiser par rapport et à très haute fréquence, hein, puisque la dynamique des objets peut être importante dans l'environnement, la dynamique des engins également. Donc, toutes ces technologies, bien sûr, évoluent et relaxent un peu les contraintes de mise en œuvre, parce que, je veux dire, bien sûr que la partie électromécanique, si je puis dire,
dire, des systèmes à une existence et une évolution qui est très lente, mais par contre tout ce qui est traitement est pris en compte dans la commande des informations issues des capteurs. Ça, c'est des choses qui évoluent beaucoup, et donc dans la partie opérative, si je puis dire. Et puis il y a tout ce qui sert en périphérie, la logistique qui est autour, qui peut et doit bénéficier, tout ce qui sert à la mobilité des containers, que ce soit en amont, en aval des chaînes de traitement, qui, elles, peuvent bénéficier de toutes les évolutions que l'on observe sur l'intralogistique, sur la mobilité, sur la gestion des flottes, sur la navigation autonome, qui, elle aussi, utilise un petit peu les mêmes, enfin pas tout à fait les mêmes capteurs, puisqu'on parle plutôt de vision active, de lidar, ainsi de suite, mais la puissance du traitement qui en a fait qu'on entrevoit la possibilité d'évoluer dans des environnements dynamiques, de les comprendre, de savoir éviter, de se comporter sans risque vis-à-vis de ces environnements. Donc voilà, c'est tout un ensemble de traitements et de fonctions qui bénéficient de ces avancées, en particulier celle de l'IA, non supervisée, pour reprendre la question initiale, qui fait l'objet des principaux développements aujourd'hui. J'ai peut-être été un peu long, c'est ce que tu vas me dire. Très bien, si, très si, bien. je le sens. Il y aura des questions à la fin si besoin. Oui, le edge computing, donc l'intelligence embarquée proche du capteur, c'est quelque chose que I2S adresse déjà aujourd'hui. Oui, parce qu'effectivement, on est amené à de plus en plus souvent développer des systèmes portatifs. Donc, je pense à des réalisations qu'on a fait dans le médical, sur des sondes dentaires de numérisation 3D, justement, des prises d'empreintes en bouche. Également dans le domaine de l'imagerie sous-marine, qui est une activité récente chez nous, où on est amené à embarquer au plus près du capteur de traitement. Alors effectivement, en termes d'IA, on parle de edge computing, et finalement, il n'y a plus qu'à transférer au-delà un résultat ou une quantité de données minimum, ce qui dans certains milieux peut s'avérer crucial, hein, surtout si on pense aux sous-marins. C'est jamais facile de ramener une image à la surface. On avait développé également dans les débuts d'I2S la caméra qui a fait la découverte du Titanic et qui envoyait ces images par ultrasons à la surface. De la même manière, on a développé une solution pour Ariane sur un vol instrumenté d'Ariane, où on avait une voie de télé-maintenance pour transmettre les images. Et donc, il y avait un vrai souci de compression de la donnée au plus près du capteur, et donc d'avoir un maximum de pré-traitement embarqué. Ouais. Donc vous l'avez compris, on a élargi le spectre en parlant de l'état de l'art des technologies dans d'autres secteurs d'activité, mais tout le monde sait dans cette salle que les technologies souvent sont portées sur des modèles économiques qui sont à forte valeur ajoutée et ensuite arrivent dans l'industrie à moins forte valeur ajoutée. Et c'était un peu l'objet des interventions d'I2S et de l'ONERA. Et je vais me retourner maintenant vers Marjorie pour lui demander jusqu'où il faut aller dans la captation de data. On peut aller jusqu'où, remonter jusqu'où sans que ça devienne intrusif, par exemple. Alors, il y a deux façons de répondre à votre question. Il y a la première qui est tout simplement de faire ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie et juste de se poser la question de je déploie un capteur, donc je consomme de l'électronique, hein, fondamentalement c'est ça, j'ai des circuits imprimés, j'ai des caméras et que je dédie à un usage et que je me pose la question de l'impact de cet usage. En l'occurrence, nous, donc, quand on déploie des capteurs dans des camions de collecte qui nous permettent de cartographier la qualité du tri à l'échelle d'un territoire et du coup de comprendre le tri, de mieux sensibiliser, de mieux gérer la logistique d'un camion pour savoir où est-ce qu'il doit aller pour être le mieux valorisé. La question qu'on se pose, c'est en dédiant de l'électronique à cet usage-là, qu'est-ce que je permets de sauver comme tonnage de déchets sauver, c'est fondamentalement éviter de l'enfouissement ou éviter l'incinération et plutôt l'envoyer vers des filières de valorisation meilleures, typiquement du recyclage. Donc, ça, c'est l'ACV, très classique. Alors, ça coûte de l'argent à faire et on crée des modèles qui nous permettent de le faire. Puis après, il y a une autre question qui est plus éthique
que ça. C'est en gros, est-ce qu'on doit mettre des capteurs dans toutes les poubelles? Est-ce qu'on doit comprendre, est-ce que je vais finir avec un capteur dans ma poubelle jaune dans ma cuisine pour savoir si je fais bien le geste? Moi, je suis convaincue que non. Il faut arriver à trouver la bonne granularité et pour arriver à comprendre comment est-ce qu'on éduque, comment est-ce qu'on affecte les opérations d'un gestionnaire de déchets. Voilà, je pense que la limite de la poubelle intelligente pour moi est claire. Maintenant, je pense que ça peut faire partie ça peut faire partie d'un arsenal pédagogique notamment. C'est un débat qui dépasse, qui sort un petit peu du cadre, fait. Mais bon, merci d'avoir répondu quand même. Et du coup, aujourd'hui, parce qu'on parle également de filières industrielles, de recréer, de réindustrialiser la France, quand on fait une aventure comme la vôtre, à la fois sur un sujet, une filière complexe, avec beaucoup d'acteurs, qui doit travailler avec des collectivités locales, ce n'est pas du tout la même culture que le monde industriel. Comment on fait pour se développer? Comment on fait pour être à la fois un interlocuteur des collectivités, un interlocuteur du privé, aller à l'international si besoin? Comment on fait ça? Tout ça est hyper complémentaire et très intriqué de toute façon quand on travaille avec des opérateurs. Alors il y avait Suez, Branjon, Veolia dans la salle, c'est 3 de nos clients. En fait, en travaillant avec ces acteurs-là, on travaille aussi finalement pour les collectivités. Et donc on ne sert pas l'un ou l'autre, on sert les deux à la fois. Et le deuxième point, c'est que dans les collectivités, il y a un degré d'expertise qu'on tente à sous-estimer très honnêtement, et il y a des vrais experts, non seulement des connaisseurs extrêmement fins de leur territoire, mais aussi des experts de cette industrie-là, une connaissance du matériau, une connaissance des process, et donc ce sont des interlocuteurs comme les autres. Et puis ensuite la question de l'international, c'est une question qu'il faut se poser, en tout cas pour une typologie de boîte comme la mienne, une toute petite start-up où ce qu'on cherche c'est avant tout la croissance, donc on développe des solutions qui coûtent pas très cher, sur lesquelles on perd de l'argent, mais on va gagner de l'argent en faisant du volume. C'est une question qu'on doit se poser assez vite. On a la chance, sur notamment certaines solutions, d'avoir peu de concurrence. La partie collègue dont j'ai parlé, on est quasiment les seuls. Et donc, on a des clients européens, voire nord-américains déjà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut arriver à faire en mesurant le risque, évidemment, parce que l'international, ça coûte cher. Une petite question piège, les caméras RGB sont françaises? Alors, les caméras RGB ne sont pas françaises. Je mets au défi d'arriver à trouver dans de grands volumes. En revanche, nos interlocuteurs et nos partenaires sur l'assemblage. Donc, on a un partenaire qui s'appelle Atomelec, qui est dans la région, alors qui n'est pas dans celle-ci, mais qui est dans la vallée du Rhône, et qui s'occupe de l'industrialisation de nos boîtiers, parce qu'on est passé de quelques unités qu'on fabriquait manuellement sur notre petit établi à plusieurs dizaines d'unités qu'il faut produire par mois. Et donc ça, on peut pas le faire tout seul. D'accord, très bien. Oui. Pour rebondir sur les caméras visibles standards, les caméras françaises, ça n'existe plus. Il faut être clair. On en trouve encore en infrarouge. Il y a une filière infrarouge en France qui est assez solide, qui a été tirée par la Défense d'ailleurs. Et puis sinon, on trouve des caméras spéciales dédiées à des applications. Mais sur le tout venant standard, la messe est dite depuis déjà fort longtemps. Donc, si on veut créer une filière, il faudra repartir sur d'autres types d'imagerie. Oui, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant la fin de cette table ronde ? Un petit mot de conclusion, enfin pour nous encourager à prendre des initiatives. On en a la traduction ici autour de cette table ronde. En région, on a, je pense, un potentiel d'innovation dans le domaine de l'optronique qui est relativement unique. Enfin, si on oublie la région parisienne, je veux dire, c'est quand même un potentiel remarquable. Et on en a on a aussi, je pense, des gens qui ont des capacités en termes de développement, de moyens logiciels pour le traitement. Enfin, on a quand même des beaux établissements en région qui peuvent être mobilisés et qui sont déjà mobilisés sur ces sujets-là, des beaux laboratoires d'informatique. On sait faire aussi de l'intégration avec des interfaces homme-système plutôt élaborées. Enfin, bon. Les sujets dont on parle sont des sujets qui sont
parfois différentes d'un territoire à l'autre, mais en tout cas qui sont présentes dans tous les territoires, qui doivent être traitées dans le territoire. Et donc faire émerger des solutions technologiques dans un contexte, on va dire, de développement d'une industrie dédiée à ce genre de besoins en région, ça a vraiment du sens. Et ce sont des investissements qui ne sont pas justifiés, qui sont nécessaires, qui sont indispensables. Et donc les acteurs doivent être conscients que, je pense, les pouvoirs publics sont là pour les aider, mais qu'il faut qu'ils prennent des initiatives de manière à mettre en avant des solutions dans tous les territoires et pour servir les besoins des territoires. D'autant plus qu'il y aura beaucoup de milliards. J'ai entendu ça tout à l'heure. Je rajouterais juste un tout petit point qui n'a pas grand-chose à voir, mais sur je pense les enjeux auxquels on fait face en tant que petits acteurs et peut-être en tant qu'industrie de manière générale. On travaille dans une industrie qui est extrêmement régulée et normalisée. C'est tout à fait sain. Mais nous, en tant qu'acteurs innovants et donc qui utilisent des techniques qui n'existaient pas encore il y a quelques années, on doit jouer, ou plutôt on ne rentre pas tout à fait dans les cases de la norme telle qu'elle existe aujourd'hui. Très concrètement, une caractérisation aujourd'hui telle qu'elle est définie par la FNOR est une caractérisation qui se fait dans certaines conditions à la main. Et donc, quand on invente une nouvelle façon de faire qui ne passe pas par le manuel, qui est peut-être plus exhaustive, qui permet d'analyser plus de volume, mais qui n'est pas faite à la main, on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est un des gros enjeux auxquels nous on fait face, mais je pense qu'il y a d'autres dans la salle qui font face aux mêmes enjeux. Et donc voilà, ça fait partie du travail qu'on doit mener tous ensemble pour essayer de s'assurer que on peut permettre à la norme d'évoluer avec la technologie tout en restant extrêmement strict sur les règles du jeu. Tout à fait. Merci pour cette précision. L'aspect normatif, c'est toujours important. Il est petit, c'est toujours plus compliqué, en effet, pour y accéder. Absolument. Alors, nous avons fini cette table ronde. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu qu'aujourd'hui, non, l'état de l'art sur le domaine des capteurs n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de choses à faire, plein de longueurs d'onde à explorer, même si c'est cher pour l'instant. Il faut se lancer. Vous avez des acteurs autour de la table, notamment, qui peuvent le faire, qui savent le faire, mais il y en a d'autres ailleurs. Donc j'espère qu'on vous a éclairé un petit peu sur le champ des possibles. Il y aura la table de robotisation qui va suivre et qui complétera le discours, j'en suis sûr, de manière brillante. Voilà, Christophe, on te redonne la main. Merci à tous nos intervenants. Il y a peut-être des questions ? Allez, on se donne comme ça le temps qu'on fasse le changement. Voilà. Allez, on se donne 2 questions. Christophe, j'en ai une, moi. Peut-être tirer trop vite. Comme vous voulez. Vous pouvez commencer si vous voulez. Ouais, une question rapide sur le tri des plastiques noirs. Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Parce que c'est un peu un serpent de mer chez nous. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des choses à nous dire sur le tri des plastiques noirs? Très rapidement, je dirais le spectre visible permet de faire des choses que le proche infrarouge a plus de mal à faire, et typiquement les plastiques noirs en fait partie, puisque en fait sur un tapis, sur un convoyeur, l'imagerie RGB permet de détecter ces objets-là, et donc on est capable de voir des barquettes en PET noir, ou des barquettes noires sans aucun problème. Ça, j'ai bien compris. La difficulté, c'est c'est dans les plastiques noirs, on a plusieurs résines, et c'est lire les résines. Voilà, alors là, du coup, on revient effectivement aux limites du RGB qui ne permet pas de voir la résine. C'est typiquement le genre de sujet sur lequel il y a un plafond de verre du RGB et du multispectral ou de l'hyperspectral. Peut-être la solution réside-t-elle dans la combinaison des deux? Oui, c'est important aussi, on ne l'a pas trop dit tout à l'heure, mais on peut associer plusieurs modalités d'acquisition entre elles et faire un peu dans l'esprit du multispectral d'ailleurs, hein, mais les différentes technos mises en œuvre seules ont leurs limites. Combiner les unes avec les autres, on peut arriver. Alors, personnellement, je n'ai pas étudié le problème des plastiques noirs encore, donc je ne m'avancerai pas. Mais on peut arriver en combinant plusieurs modalités à discriminer des choses.
Il y avait une question là-bas, je crois. Oui, j'avais une question pour Madame Darcet. Face à Keyence, SICK, Cognex, ce sont des grosses entreprises en vision industrielle, comment vous faites pour vous démarquer par rapport à des monstres, en particulier Keyence, qui fait vraiment des trucs en R&D très très forts? Comment vous arrivez à vous démarquer face à eux en fait? Ouais, alors tout simplement, c'est la volonté de se concentrer sur une industrie en particulier. Il se trouve que nous, qu'on travaille que sur les déchets. On a été sollicité pour faire plein de trucs, du tri de valises dans des aéroports, des tonnes de choses qui sont très intéressantes, mais qui n'ont rien à voir avec les déchets, et du coup qu'on n'a pas du tout vocation à faire. Des Cognex et autres sont plutôt des pourvoyeurs de solutions agnostiques, et c'est ensuite à chacun des clients de Cognex et autres de s'approprier de la technologie et de l'appliquer. Alors c'est beau, c'est fait de manière plutôt simple et intuitive, mais c'est principalement aussi fait pour analyser des objets qui sont le plus souvent des objets uniformes. Donc en gros, quand vous faites du contrôle qualité, c'est est-ce que la couleur est la bonne, est-ce que la forme est la bonne, et donc vous identifiez davantage les outliers, donc les indésirables, ceux qui sortent du standard, plutôt qu'autre chose. Nous, ce qu'on fait, c'est d'analyser que des objets qui ont des têtes pas possibles. Il n'y a pas deux déchets qui ont la même tronche, et donc c'est beaucoup plus difficile à faire, et c'est économiquement plus complexe, et donc ces boîtes-là n'y vont pas, et c'est tout l'intérêt en tout cas, c'est le choix stratégique qu'on a fait, on espère qu'on ne s'est pas trompé. Alors, Keyence, je sais que Keyence font des trucs maintenant très très compliqués, justement, c'est pour ça que je vous pose la question, parce que j'ai vu un truc récemment en 3D Keyence. C'est très très fort. C'est pour ça que j'ai vu ce que vous faites, c'est très fort aussi. Je me suis dit, oula, comment ils vont faire pour tenir face à eux, parce qu'eux, ils sont vraiment très très lourds, quoi. Alors, l'autre bout de ma réponse, c'est qu'une chose est la reconnaissance, et c'est évidemment hyper nécessaire. L'autre question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette donnée-là? Et la vertu aussi de se concentrer sur une industrie en particulier, c'est de bien identifier à qui on envoie cette donnée-là et sous quelle forme. Je vous parlais de la collecte tout à l'heure. La façon dont on affiche les données, c'est de la cartographie intelligente où on permet de croiser différents flux de données. Et ça, à ma connaissance, si on peut être extrêmement bon sur la reconnaissance, si on n'est pas capable de livrer un produit qui parle à l'utilisateur final, donc qui parle au gestionnaire de flotte de camions, qui parle au directeur de la communication d'une collectivité, etc., ça n'a pas grand intérêt. Donc c'est vraisemblablement une brique, peut-être qui sont bien meilleurs que nous. En revanche, je pense qu'on a la capacité à imbriquer les différents composants d'une solution qui, in fine, a une valeur métier.